J'accueille Patrice Evra. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là pour la sortie de ce livre, I Love This Game, autobiographie, qui fait déjà beaucoup de bruit. On va parler dans quelques instants de cette histoire que vous révélez pour la première fois, évidemment, ces viols, ces agressions sexuelles que vous avez subies en étant adolescent. Mais avant d'en parler, si vous le voulez bien, je voudrais tout simplement vous dire qu'en lisant ce livre, je me dis, et c'est formidable parce que vous avez ce grand sourire sur la couverture que vous avez aussi sur ce plateau, je vous en remercie ce matin. Enfin, on lève une sorte de grand malentendu sur Patrice Evra et la relation que vous avez pu avoir avec la France, avec les supporters français. Parce qu'il y a eu une histoire qui a eu pendant des années, qui a été un traumatisme. Je parle évidemment de la Coupe du Monde 2010. Et c'est dommage parce que jusqu'à ces dernières années, on oubliait peut-être tout le reste, le formidable parcours, l'icône du foot que vous avez été, les trophées que vous avez gagnés. Est-ce que c'est aussi ça le livre? C'est aussi une façon de dire arrêtons avec Nice Na. D'ailleurs, vous soldez le truc, vous en parlez longuement. Il ne s'agissait pas de le cacher, mais c'est quand même une façon de dire voilà, regardons l'histoire dans son ensemble. Non, franchement, ce livre, déjà, c'est pas pour l'histoire de Nice Na, parce que moi, Nice Na, ça m'a pas marqué. Et puis, quand on parle de la France, où moi, à chaque fois que je suis revenu en France, les gens, ils m'accueillent très chaleureusement. Il faut plus dire les médias. Les médias ont voulu créer une image, mais voilà, moi, le peuple français, je me suis jamais fait siffler dans aucun stade, donc on va corriger ça. Mais j'étais obligé de parler de Nice Na parce que j'ai décidé vraiment de parler à découvert, de tout raconter, d'être transparent. Mais voilà, des personnes m'ont dit mais pourquoi t'as pas parlé plus tôt? Mais parce que j'en avais pas le besoin. Et là, j'ai décidé de faire un livre et voilà, c'est comme un millefeuille, c'est par étapes. Il faut expliquer. J'aurais pas pu faire une interview et tout raconter. Et comme j'ai fait mon autobiographie, bah, je raconte tous les détails de ce qui s'est passé. Oui, et alors, je dois dire que, bon, parfois, les autobiographies de stars, et notamment de stars du sport, bon, c'est un peu édulcoré, quoi. Là, au moins, là, vous y allez à fond. Et vous dites d'ailleurs, vous écrivez, je suis mon propre thérapeute, Margot l'est aussi. Margot, c'est votre femme. Exactement. Donc, on y va. Non, mais bien sûr, je pense qu'il faut être honnête quand on fait une autobiographie. Et moi, j'aime pas quand tout est clean, parce que ça cache quelque chose. Et ça, c'est mon histoire, c'est ma vraie histoire. Et quand tu fais une autobiographie, c'est pas pour toi, c'est pas pour vendre des livres, c'est pour inspirer les personnes, donner de l'espoir. C'est pour ça que même ma propre mère m'a dit, Patrice, j'espère que tu vas pas mettre l'abus sexuel. J'ai dit, maman, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. C'est pour ça que voilà, pour moi, c'était très important, mais parce que j'ai toujours été moi-même, que ce soit quand on a une discussion en privé ou devant les médias. Alors Patrice, vous êtes né en 1981 à Dakar, mais vous avez grandi aux Ulysses, dans l'Essonne. Vos parents, à eux deux, ont eu 24 enfants. Oui, je pense que mon père, il regardait pas beaucoup la télé ou il a perdu la télécommande. Voilà, il était plutôt occupé à faire des enfants. Est-ce que le foot a sauvé votre enfance et votre adolescence? Non, mais bien sûr, je pense que je dis tout le temps, naître noir dans ce monde, c'est un désavantage. Grandir dans un quartier, c'est pas une question de jouer les gangsters ou les caïds. J'ai horreur de ces célébrités qui se vendent. Non, c'est une question de survie. Et un abus sexuel à l'âge de 13 ans, bah, c'est un traumatisme. Mais voilà, ça m'a forgé. Moi, j'ai beaucoup appris de la cité et c'est comme ça que je suis devenu là où je suis aujourd'hui. Bah, c'est grâce aussi à d'où je viens. Mais je veux dire, je m'en suis jamais vanté et ça a été compliqué quelquefois. C'est vrai que maintenant je lis mon livre et c'est digne d'une science-fiction. Et c'est pour ça que quand les gens me disent bonjour Pat, comment ça va, je dis bah je suis heureux d'être en vie. Ouais, alors, je disais en effet, alors, il y a la cité, les Ulysses, il y a le foot bien sûr, mais il y a ce drame que vous révélez dès les premières pages. D'ailleurs, vous avez 13 ans, et pour pouvoir jouer au foot, vous changez de collège. Mais il est trop loin de chez vous. Donc le principal vous propose de dormir chez lui 3 jours par semaine. Il vivait tout seul dans l'enceinte de l'établissement, il va abuser de vous. Bah oui, voilà, bah comme vous le dites, c'était parfait. J'ai plus besoin de prendre mon train à 5h du matin, etc. Il me faisait à manger, je pouvais jouer à la Nintendo, etc. Mais malheureusement, tous les soirs, c'était un cauchemar, c'était une bagarre. Et puis, voilà, c'est là pourquoi je dis Margot a été très importante, parce qu'elle a réussi à balayer toute cette toxique masculinité. Et moi, j'ai grandi, mon père, l'éducation, c'est si tu pleures, c'est un signe de faiblesse. Donc voilà, j'ai effacé toutes mes émotions et j'ai pas honte de dire, même quelquefois, quand je gagnais des trophées, je faisais semblant d'être heureux parce que j'avais vraiment bloqué toutes mes émotions et je pouvais communiquer avec personne. Vous pouviez pas en parler, au point d'ailleurs que quand des policiers vous interrogent, parce que cet homme
a été arrêté et mis en cause dans d'autres affaires, vous ne dites rien? Ben parce que on a honte de soi, on n'a pas envie d'en parler, et c'est à partir de ce moment-là, je me souviens quand j'ai raccroché le téléphone et j'ai dit non, j'ai grandi avec ce poids pendant toute ma vie. C'est pour ça que quand les gens me disaient pas t'es un mec bien, je me suis senti comme un lâche parce que j'avais abandonné plusieurs enfants, plusieurs personnes qui ont été dans la même situation. Parce qu'on parle des enfants, j'ai parlé devant plus de 800 personnes en Angleterre et il y a une femme de 50 ans qui est arrivée, qui a fondu en larmes. J'ai dit pourquoi vous pleurez madame? Elle m'a dit parce qu'à 9 ans je me suis fait violer par mon propre frère et j'en ai jamais parlé à mon père ou à ma mère ou même à mes enfants. Voilà, je vous en parle parce que je me sens connecté, donc je donne de l'espoir à beaucoup de personnes. Mais vous dites, voilà, il faut parler. Vous vous adressez même directement aux enfants, aux adolescents qui pourraient lire ce livre. Mais exactement, il faut parler, mais c'est facile de dire il faut parler. Il faut qu'ils soient prêts. C'est pour ça que quand les personnes me disent, mais Patrice, bravo pour ton courage. Non, c'est pas une question de courage. C'est pas parce que ces personnes, elles parlent pas qu'elles sont pas courageuses. Mais c'est juste que voilà, c'est tellement difficile, on veut l'enterrer et on a vraiment honte. Vous savez ce qui est devenu votre agresseur? Je sais pas du tout, c'est la question que ma mère m'a posée. Je sais pas s'il est vivant, je sais pas s'ils l'ont arrêté, mais je sais même plus à quoi il ressemble. Et le pire, c'est que j'ai même pas de haine. Et on m'a demandé, mais t'aimerais qu'il soit en prison aujourd'hui? Et la réelle réalité, non. Et après, j'ai dit oui, parce que je veux pas qu'il refasse la même chose à d'autres enfants. J'étais frappé par une phrase que vous avez prononcée au tout début de notre entretien. Vous avez dit, quand on est noir, on est dans un désavantage, en quelque sorte. Vous parlez de racisme dans votre livre. Vous dites que c'est une réalité. Il faut pas se voiler la face. Exactement. Moi, le premier, déjà dans le quartier, je me faisais contrôler à cause de ma couleur. Et quand j'ai voyagé en Italie pour la première fois, j'atterris. Et là, je vois un monsieur qui me regarde. Je dis, oh là là, je suis déjà connu. Et après, il arrive pour savoir, est-ce que je peux avoir une photo? Et je fais une photo avec son gamin. Et puis, son gamin, après la photo, il me touche. Et il comprenait pas, il croyait que j'étais sale. Donc après, à 17 ans, on m'a jeté des bananes dans les stades, on faisait les bruits de singe à chaque fois que j'avais le ballon. Mais voilà, tout ça, je me suis servi de ça. J'ai horreur qu'on dise que je suis une victime, même si je le suis. Mais ça m'a donné de la force et je disais, voilà, j'étais encore meilleur sur le terrain. Mais après, faut pas se mentir, le racisme, il existe partout, c'est un phénomène de société. Alors, je rappelle quand même brièvement OGC Nice, Monaco, Manchester United, la Juve, l'OM, West Ham. C'est quoi l'endroit où vous vous êtes senti le mieux, le meilleur souvenir? C'est simple, hein. Tous c'est des beaux souvenirs. Je pense que Monaco, ça m'a vraiment marqué. Mais après Manchester avec Sir Alex Ferguson devant. En fait, Manchester m'a permis de dire voilà, sois qui tu es, on t'acceptera comme tu es. Et c'est un club que je serai attaché à vie, même quand j'ai quitté pour aller à la Juventus. Ça a été une décision personnelle et je l'ai derrière regretté, même si j'ai aussi aimé la Juventus. Mais voilà, je pouvais finir vraiment ma carrière à Manchester. Mais au-delà de Manchester, c'est l'Angleterre qui vous a plu? Oui, la Première Ligue, j'ai été surpris, mais aussi en Ligue 1, j'ai adoré jouer en Ligue 1 avec Monaco, mais c'est vrai que la Première Ligue, c'est énorme, mais je conseille aussi à beaucoup de joueurs de jouer en Ligue 1, et que ce soit en Première Ligue, c'est des championnats différents, comme j'ai dit par exemple en Italie, c'est comme un jeu d'échecs. En Première Ligue, c'est comme deux boxeurs. Tu me donnes, je te donne, le premier qui est KO qui gagne le match. Et en France, c'est plus athlétique. Mais voilà, j'ai eu la chance de m'adapter dans beaucoup de championnats. Bon. Alors l'équipe de France. J'ai noté quand même une phrase. Vous dites, j'étais fier d'être capitaine des Bleus et bien décidé à faire de mon mieux, mais j'ai pris le rôle trop à cœur et je me suis beaucoup trop investi émotionnellement. Je me rêvais en Napoléon, en leader héroïque de la nation. Non, mais je pense que voilà... Ça vous a grisé à un moment donné, quoi. Oui, il y a beaucoup de personnes et beaucoup de joueurs qui me disaient pas, fais attention, ça va te retomber dessus. Mais je disais, mais j'ai les épaules larges, il y a pas de problème. Et si j'avais une baguette magique, on m'a dit, qu'est-ce que tu pourrais changer de Nice Na? J'ai toujours dit en Tunisie, avant que la Coupe du Monde commence, oui, bien sûr. Quand Nicolas Anelka me dit, Patrice, je veux partir, je sens que ça va mal se passer. Et là, je le retiens. Et je le dis non, on a besoin de toi. Et puis voilà, après on connaît la suite. Mais il y a beaucoup de détails qui sont très importants dans Nice Na, parce que les gens parlent beaucoup du bus. Par exemple, disent vous n'êtes pas descendu du bus. Non, on est descendu du bus. On a signé à ces jeunes qui sont venus voir l'entraînement. C'est quand on est remonté dans le bus que Romain Domenech a confisqué les clés du chauffeur. Et là, on a été pris en otage. Donc voilà, faut remettre les choses à leur place. Alors, il y avait aussi personne qui voulait aller lire le texte.
Donc du coup, c'est Domenech qui a dû y aller. Mais ça a été ma chance parce qu'en plus, les gens dans le bus, Patrice va le lire et moi, tout de suite, mais bien sûr, il va pas raconter ce qu'il a écrit dans le test, mais il m'a pris le papier. Et j'ai dit non, c'est moi qui dois le dire. Non. Et malheureusement, quand il a fait ça, en plus, ça veut dire qu'il se mettait contre la Fédé. Et c'est pour ça aussi que la Fédé a eu une excuse pour aussi le limoger. Mais honnêtement, dans ces instants-là, dans ces quelques minutes, vous n'imaginez pas une seconde le choc que ça va être. Mais pas du tout, parce qu'on était dans un bunker. On était dans une bulle. On savait même pas ce qui se passait. Quelquefois, on regardait les matchs à la télé, il y avait le soleil, et où on était, il pleuvait. Donc c'était compliqué. On se rendait pas compte de l'impact de la situation. Mais aussi, c'est devenu politique. Oui. Il y a des politiciens comme Roselyne Bachelot qui est venue nous voir, qui nous a vendu du rêve, et après au Parlement nous a détruit. Et la France aussi, je pense qu'en 2010, il y avait un problème sur la retraite. Et donc, en fait, la France était aussi en crise. Et on s'est servi aussi de l'équipe de France, voilà, comme bouc émissaire. Mais cette histoire, elle est dommage. Parce qu'à l'arrivée, c'était la seule décision que ce groupe, avec énormément d'ego, a pris une décision en commun. Alors pour ceux qui n'ont pas tout ça en tête, évidemment, je rappelle qu'il y a au départ donc une engueulade très forte entre Nicolas Anelka et le coach Raymond Domenech dans les vestiaires à la mi-temps d'un match, que tout cela va ensuite éclater à la une de l'équipe le lendemain avec la fameuse phrase que je vais pas répéter parce que bon, elle est quand même Qui est fausse. Qui en plus d'ailleurs tout le monde dit qu'elle est fausse. Oui, mais Domenech dit qu'elle est fausse, vous aussi. Mais c'est la réalité, c'est pour ça que Nicolas Anelka avait décidé de s'excuser auprès du groupe, auprès du sélectionneur, mais pas en public, parce que d'ailleurs il a même gagné la cause avec ses avocats, et les gens oublient de le souligner. Mais moi, quand j'ai dit à Raymond, Nico est prêt à s'excuser, il m'a dit attention, je peux plus rien faire, Pat, c'est au-dessus. Alors il y a une conférence de presse qui est devenue presque historique. On va regarder un extrait, regardez. Le problème, c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous, les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe. Bon alors Quand je vois ces images, je me dis j'étais vraiment dedans, quoi. Oui, ça. Enfin, on était tous dedans, on était tous à fond. On était tous à fond, mais voilà, le cœur brisé. Moi, je me souviens. Ouais. Surtout quand moi, j'aime pas l'injustice. Moi, s'il avait dit ça, ok. Mais la justice, après, il a dû rentrer. Lui aussi, il s'est fait lyncher par les médias, sa famille. Donc c'est dommage. Et dans les vestiaires, il se passe plusieurs choses, et même pire que ça. Et là, que c'est sorti comme ça, moi, je trouve que voilà. Bon alors le traître, c'est qui? Il y a beaucoup de personnes se posent la question. Il y a certaines personnes qui disent que c'est un joueur de l'équipe de France, un grand joueur. Et il y en a certaines personnes qui disent que c'est carrément le sélectionneur. Mais moi, j'espère qu'il dort tranquille la nuit. Patrice Evra, cette autobiographie, aussi l'occasion de vous recevoir, je le disais, peut-être de voir aussi simplement quel est votre regard aujourd'hui sur la... Vous vivez en France? Je vis à Dubaï. Vous vivez à Dubaï? Mais il va falloir absolument que je revienne en France. Pourquoi? Mais parce que j'aime ce pays. Ouais. J'ai grandi ici. Et je sais que les gens ont besoin de moi. C'est bien beau de taper derrière un ballon, de revêtir le maillot de l'équipe de France, mais donner de sa personne. Et j'ai déjà eu quelques entretiens avec le gouvernement. J'ai envie de faire des choses sérieuses avec des personnes. C'est pas juste à un petit déjeuner, mais Bien après sûr. être sur le terrain. De vous impliquer? De m'impliquer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans les cités, mais d'autres personnes qui ont besoin d'un exemple. Ouais. Vous suivez un petit peu l'actualité, les débats? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous votez, par exemple, Patrice Evra? Je suis sincère, je vais pas mentir, je vote pas. Je suis quelqu'un qui regarde pas les télés, qui écoute pas les médias, parce que je vis le moment présent, je vis ma vie à fond. Mais je pense qu'il y a un moment, voilà, moi c'est plus dans la masse. J'ai envie d'être au contact des gens. Les personnes me disaient qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite? C'est me rapprocher des gens. Ouais. Alors retraite à 40 ans, ça va, c'est bien, mais c'est aussi le destin d'un footballeur professionnel. Exactement. Bien sûr, vous avez encore beaucoup de temps devant vous pour faire plein de choses. Exactement. Mais là, alors, vous ne regardez pas les débats, je le comprends très bien, mais enfin, vous êtes aussi concerné par la crise sanitaire, par cette épidémie qui, depuis 2 ans, nous empêche de vivre normalement. Vous avez un regard là-dessus? Je sais pas, vous êtes... J'en ai tellement parlé que moi, ça me fait mal, déjà, de voir des personnes avec le masque. On voit plus les expressions, etc. Mais il y a un moment, je pense que on en parle beaucoup trop de ce Covid. Faut être sincère. Il y a des personnes qui sont décédées du Covid, mais j'ai l'impression aujourd'hui, tu fais même un accident de voiture,
on va dire c'est parce que tu as eu le Covid. Et par exemple en Angleterre, voilà, quand il y a le Covid, on enterre directement le corps. Donc il y a plusieurs, pour moi c'est politique. Et j'ai toujours dit, quand tu veux gouverner et diriger des personnes, c'est avec la peur. Donc voilà, faut faire bien attention. Et par exemple, vous êtes vacciné, vous avez suivi, enfin vous êtes pro-vaccin. C'est un débat qui vous intéresse. Non, ce débat, vraiment, il est personnel. Moi, je comprends pas Bien quand il y a des personnes est-ce que tu es vacciné, t'es pas vacciné. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter parce qu'il est pas vacciné. Oh là là, c'est une mauvaise personne. Parce qu'elle est vaccinée, il est bien. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Faut arrêter, faut laisser le droit aux personnes de faire ce qu'ils veulent. Parce que personne ne sait vraiment qu'est-ce qui est ce Covid, d'où il vient. Pour moi, c'est pas un hasard. On va pas se mentir, c'est pas un hasard ce Covid. C'est-à-dire parce qu'il y a Bill Gates qui en parlait déjà dans une conférence en 2013. Après, je suis pas quelqu'un qui va dire voilà, ce truc qui a été programmé, mais voilà, je préfère. Je vais en parler un jour, parce que je parle toujours avec franchise, mais le Covid, personnellement, moi, il me fait pas peur. D'accord. Juste sur ce que vous disiez, vous savez que ça a été, on va pas revenir sur, mais on parle depuis des décennies de virus, donc c'est pas non plus si extraordinaire qu'après tout il y a eu des déclarations précédant cette crise. Mais j'entends ce que vous dites, sur cette crise, et c'est votre opinion et au fond votre liberté, même si bon, ça pourrait, vous le savez bien aussi, être repris et interprété comme une forme de complotisme ou... Ça pourrait être repris comme il est. Moi, je parle avec mon franc-parler. Bien. Voilà. Je voudrais quand même signaler à tous ceux qui vous suivent et vous aiment que ce soir, ça je vais écouter, 18h, vous serez avec Jérôme Rotten. Ouais. Sur RMC. C'est un rendez-vous important parce qu'on peut le dire, ça a été compliqué entre vous. Il m'a fait mal. Voilà, donc ça va être vraiment une émission très importante ce soir. Vous allez être l'invité de Jérôme Rotten sur RMC pour vous expliquer enfin. Vous attendez ce rendez-vous ? Non, pas du tout. Mais voilà, je serai là avec ma franchise. Si j'ai accepté, c'est que j'aime bien confronter les personnes et leur demander le pourquoi. Bien, eh bien écoutez alors, on écoutera ce soir sur RMC la fameuse rencontre entre Jérôme et Patrice Evra. Alors je rappelle le livre I Love This Game, c'est chez Hugo Sport. Voilà, donc ça c'est toute l'histoire de Patrice Evra, vraiment sans filtre. Vous avez décidé de tout raconter. Exactement. Et vous le faites avec votre cœur, comme vous le disiez à l'instant. Merci Patrice Evra. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions.